Je peux dire non, je peux être neutre. J'ai dit oui, je suis quinois. Si quinois, c'est l'abréviation de quelqu'un qui réside. Mais est-ce que je connais Kinshasa? Ça, je dirais oui. Du point de vue intellectuel, historique, les ouvrages sont là. Quelqu'un qui a eu le temps de pouvoir fouiller la bibliothèque de Kinshasa et ainsi de suite, ça y est, et moi-même j'ai écrit mon mémoire des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi sur les zones de squatting. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Comment pouvons-nous appliquer le management dans la gestion des cités, dans la gestion des villes? C'est cette grande question que nous allons parler, échanger, essayer de cogiter dans ce magazine de ce soir. Nous allons parler de la ville de Kinshasa, une ville d'à peu près 20 millions d'habitants selon certains experts. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de recensement, mais les experts projettent qu'il y aurait dans la ville de Kinshasa actuellement plus ou moins 20 millions d'habitants. Cette ville avec ses facettes et ses défis, par exemple la promiscuité, par exemple ce grand problème en desserte d'eau et électricité, problématique de la circulation, les logements, l'insalubrité, l'insécurité avec des phénomènes tels que le Kuluna, le problème d'emploi, le problème de mobiliser des recettes. Vous l'aurez appris que le grand marché de Kinshasa, Zandwa Monene, a été détruit pour refaire un tout nouveau marché, et une grande partie de la population de Kinshasa s'est déplacée. Vous le remarquerez dans le temps, il y a eu cet accident avec l'avion qui s'est crashé vers Tipka, Antonov, un aéroport qui est tout près d'un marché qui était Sombazigida. Toutes ces problématiques de la gestion d'une ville demandent une approche méthodologique, une certaine dose de science. C'est la raison pour laquelle nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous sur ce plateau professeur émérite de l'université de Kinshasa, recteur de l'université CEPOMAD, qui a reçu le Socrate Award, qui a été couronné avec l'insigne de la médaille de mérite des sciences et de l'art ici à Kinshasa, pas à titre posthume, mais tout en étant vivant. La personne nommée, le professeur Oscar Tsaman Olutz, que je salue. Professeur, nous vous saluons. Merci bien. Professeur, nous allons parler de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous êtes quinois? Est-ce que vous connaissez Kinshasa? Quels sont vos souvenirs ou votre vécu de Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. C'est une question à plusieurs volets. Je retiens une chose, est-ce que vous êtes quinois? Je peux dire oui, je peux dire non, je peux être neutre. J'ai dit oui, je suis quinois. Si quinois, c'est l'abréviation de quelqu'un qui réside dans une ville. J'ai dit qui réside. Parce que quelqu'un qui arrive à Lubumbashi, eh bien, il peut se dire le choix. Ainsi de suite. L'eau à la baie. Mais est-ce que je connais Kinshasa? Ça, je dirais oui. Du point de vue intellectuel, historique, les ouvrages sont là. Quelqu'un qui a eu le temps
de pouvoir fouiller la bibliothèque de Kinshasa et ainsi de suite. Ça y est. Et moi-même, j'ai écrit mon mémoire des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi sur les zones de squatting dans la ville de Kinshasa. Les cas de la commune de Bumbu. Zone de squatting dans la ville de Kinshasa, les cas de la commune de Bumbu. Pourquoi Bumbu? Eh bien, Bumbu, parce que je connais Bumbu. Dans Kinshasa, oui, je vous dirai que je suis arrivé à Kinshasa. Pour preuve, aller au collège Boboto, 3e secondaire, j'étais envoyé par les pères Oblats d'Idiofa pour échapper à la rébellion ou les listes qui se trouvaient là, pour me faire inscrire au collège Boboto. Mais après sélection, parce que c'est 3e secondaire de l'époque, j'ai été orienté vers l'école sociale catholique, IS, qui se trouve maintenant là où se trouve l'IFASIC. Et si vous y allez, j'ai retrouvé encore ma photo, la petite photo, à la date de la collation des diplômes des humanités. Ça se trouve là, avec M. Van Berkel et consorts. Aussi, je connais Kinshasa, où j'ai été, à Kinshasa, où j'étais là. J'ai vu comment le nombre de communes est passé de 12 à 24. J'ai combattu comme jeune quelconque, mais leader. Mais il s'est fait qu'au moment où on a transformé les 12 zones annexes en communes, j'étais à la commune de Bumbu, comme le feu Condé Vilagikanda, mon ami, que son âme se repose en paix, mon ami, était à Selembao. Comme Maman Nzouzi Mbombo se trouvait à la commune de la Gombe et d'autres. J'ai connu. Et je suis devenu ensuite commissaire sous-régional. La ville de Kinshasa est divisée en 4 sous-régions. C'était la sous-région de la Funa. Mon bureau se trouvait à l'étage de Barumbu, là-bas. Je suis resté, mais suite à un séminaire auquel j'ai assisté, à le bâtiment de 24 c'est quoi ça, Maloula. Oui. Hein, vous voyez les grands bâtiments du MPR qui étaient là, au stade. Il y a eu quelqu'un qui a prononcé un discours. Il m'a épaté. J'ai décidé de devenir comme lui. Et j'ai confié cela. C'était qui cette personne? Oui, j'arrive. J'ai confié cela à mon cher Condé Vilagikanda, que son âme se repose en paix, qui était mon collègue Bourgmestre à Selembao. J'ai dit, je deviendrai comme lui. Cette personne, c'était qui? Léopold Sédar Senghor. Lorsqu'il est venu ici. Le président du Sénégal lorsqu'il est venu ici. Donc, de la sortie de cette conférence-là,
Moi, commissaire sous-régional, j'ai pris la décision de rentrer aux études. Parce que vous travailliez déjà, vous étiez déjà socialement placé. Oui, bien. J'avais une voiture, j'avais tout ça. Mais j'ai dit, je devais terminer ma licence. Je suis allé voir Mandrandele, que son âme se repose en paix, pour dire intervenir auprès de Mobutu, le président Mobutu, le tout-puissant à l'époque, pour dire, moi, Saman, je ne veux plus servir ici, mais je veux aller au campus, étudier. C'était juste l'époque de l'UNASA. C'est à ce moment-là, au moment où on a balancé tous les autres à Lubumbashi, nous, on a quitté aussi. Je suis allé à Lubumbashi. Je me souviens, et des choses vraies, que atterri à Lubumbashi, j'ai été ramené ici presque manu militari. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller étudier à Lubumbashi et le ministre de l'Intérieur de l'époque, ne voulant pas de cela, il a voulu m'envoyer à Kananga comme Premier ministre. Moi, j'ai dit non. Lui a dit, tu étais déjà gradué, c'était suffisant. J'ai dit non, moi, je voulais être licencié. Et bien, après tout, on m'a laissé partir. Mais quand je suis parti, toujours les gens qui informent, qui disent n'importe quoi, on m'a ramené ici. Je reviens, c'est alors Kengo Adondo, que je respecte beaucoup. Et je lui ai rappelé ça encore une fois, qui m'a reçu. Il a dit, toi, c'est quoi? J'ai dit, mais je suis allé étudier. Et pourquoi on t'a ramené ici? Ah, mais je ne sais pas. Il dit, ok, tu peux y rentrer. À ce moment, comme procureur général de la République. Merci beaucoup pour ce qu'il a fait. J'ai dû étudier. J'ai terminé et directement, comme pour tout étudiant bien, les Américains qui étaient là ont estimé que je devais faire le management. On m'a envoyé au Nigeria pour y aller pendant 7 mois étudier l'anglais avant de m'expédier aux États-Unis où je suis allé passer au moins plusieurs années, une dizaine d'années, pour revenir ici. MBA, MPA et PhD en management, premier Congolais docteur en management, parce que lors du congrès en Célé, en 80, tenez bien, on a invité tous les professeurs d'université, attitrés, professeurs à thèse, on s'est classé, positionné, j'étais le seul. À côté de Lunda Bouloulou, qui étaient des juristes de toutes les séries, des grands économistes, Tchunza Mbié, Kalala et consorts, les grands politologues comme Moulambo, comme Nzongola, ainsi de suite. Et moi, j'étais leur petit, mais le seul docteur en management. Vous êtes seul? Oui, je suis seul. Eh bien, vous êtes les premiers ou les derniers? Ah. Eh bien, comme il n'y a personne derrière moi, je suis le premier, mais je promets que je ne veux pas continuer à être premier sans second. Aujourd'hui, je venais de former la semaine dernière mon 33e docteur à l'université de Kinshasa. 33e docteur à l'université de Kinshasa. Comme parlementaire panafricain, le Parlement panafricain m'a nommé point focal en sciences et technologies
de 54 pays africains. Et quand je suis revenu ici, mon université mère, l'université de Kinshasa, le conseil s'est réuni. Ma faculté, on m'a accordé l'un diplôme, des diplômes post-doctoral. Post, pas double doc, mais post-doc, au-delà des docteurs. L'université de Kinshasa, et on a baptisé un bâtiment, une bâtisse au nom du professeur Nsaman Olutu, c'est-à-dire la chaire d'administration publique et management Nsaman Olutu, en reconnaissance de ce que j'ai pu apporter comme contribution scientifique. Voilà ce que j'ai pu faire jusque-là. Et je veux m'arrêter pour ne pas te fatiguer. Professeur, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Le téléspectateur comprenne maintenant que vous êtes réellement un Quinois. Vous avez travaillé d'abord et après vous êtes allé parachever vos études et devenir le tout premier docteur. Donc un Quinois, docteur en management. Professeur, quels sont les défis selon vous avec votre vision de management en même temps enseignant et chercheur? Quels sont les défis que la ville de Kinshasa doit relever en termes de management? Je sais qu'il y en a pléthore, mais épingler vraiment ce qui vous trouvez primordial, dans lesquels maintenant nous allons appliquer cette méthodologie que vous avez du management stratégique opérationnel qui n'existe pas en RDC, mais que vous avez institué dans ce pays, la République démocratique du Congo. Je veux tout d'abord vous dévoiler un secret. Je vous assure que le premier jour que j'ai cru me trouver aux États-Unis, j'ai dit j'ai cru. Parce que ce n'était pas donné à chacun. Et bénéficier de la bourse de la fondation Rockefeller. Sur 600 assistants, on a retenu au moins une vingtaine. Et parmi eux, je n'ai pas envie de pouvoir citer trop les morts, mais ma foi, les rares qui peuvent exister. Comme mon collègue Mouchi, qui était à la Cadeco, et quelques-uns. J'ai cru ou je croyais que je reviendrais ici avec un bâton magique pour pouvoir développer notre pays. Tac, et tout était fait. Mais plus j'ai avancé dans les études, plus j'ai trouvé que la situation était plus complexe qu'on le croyait. À telle enseigne que je me suis dit non. La définition qu'on donnait à un savant, pour dire un savant, c'est celui qui rend les simples complexes, ou qui fait du complexe une simplicité. Il faut le démontrer pour mieux comprendre. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que la ville de Kinshasa était une ville, une sorte de métropole. Bien sûr, vous avez donné les chiffres, mais pour pouvoir donner une appréciation sur cette ville, il faut éviter d'être ce qu'on appelle homme médiocre. On dit quoi? C'est moi qui l'ai dit. L'homme médiocre, c'est celui qui parle des autres, qui pointe. Toi, tu as tort. Toi, tu n'as pas bien dirigé. Toi, tu n'as pas fait ceci. Alors que lui, à la place, on ne sait pas ce qu'il peut éventuellement donner. L'homme moyen, c'est celui qui réunit. Il dit qu'il faut réunir les moyens, les matériels, ainsi de suite, tout ce qu'il faut.
pour arriver à exécuter un projet dans le sens de l'amélioration. Et l'homme intellectuel, c'est celui qui développe ce qu'on appelle les principes, qui a des maquettes, qui a une vision, pour dire, voilà le constat. Qu'est-ce qu'on deviendra dans 5 ans, dans 20 ans, etc., etc. Je vous donne un exemple. Vous savez, on dit en management, si vous voulez être très riche, eh bien, investissez dans les sols. C'est-à-dire, achetez. Et cette assertion s'est appliquée dans un organisme, une ASBEL qui est considérée comme un modèle de management. Ça s'appelle quoi? L'Église catholique est considérée comme un modèle de management. Ça signifie l'Église catholique, quand on dit psaume 10 à Kinshasa, c'est psaume 10 partout, tel jour. Et quand les papes tous, on sait pourquoi et qu'est-ce qu'on veut. Professeur, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Concrètement, je veux dire, pour pouvoir apprécier et mettre un avis sur la ville de Kinshasa, il faut cesser d'être un politicien de rue qui, parce qu'il a faim, il veut un poste, il commence à injurier tel gouverneur, tel gouverneur, tel gouverneur, il demande qu'on puisse renvoyer tel bourgmestre, ainsi de suite et tout ça. N'étant même pas sûr de ce qu'il peut faire. Être bien sûr un homme moyen, bien sûr, il faut donner à toutes ces autorités, à tout le monde, les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Alors là, c'est le travail de l'IGF. L'inspecteur... Inspection générale de finances. L'inspecteur général. D'aller vérifier qui a volé. À ce moment, s'il y a quelqu'un qui a volé, on l'arrête. Et tout ça, ainsi de suite. Professeur. Bon, maintenant, mais l'homme intellectuel, c'est celui qui a une vision. À ce moment, pour avoir la vision, quand j'ai la vision, c'est que j'ai l'histoire. OK? Et à partir de l'histoire, je peux projeter l'avenir. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de la ville de Kinshasa? Je connais la ville de Kinshasa. Déjà en 1961, 63, 64, il y avait à peine, 54, il y avait à peine quelques communes. En 68 au moins, on avait 12 communes. Et il y avait 12 zones annexes. Et puis on a multiplié, c'était devenu 24 communes. Mais la population qu'on administrait est partie de 300, plus ou moins 300 000 à 20 millions. Donc c'est dire que un bourgmestre qui gérait 300 000 habitants divisé par 5, ok, à peu près, doit maintenant gérer 2 millions d'habitants divisé par 24. Est-ce que vous vous imaginez ce qui est un problème? C'est qu'il y a un problème. Alors, ça c'est quel aspect? Aspect population. Si vous me posez la question de savoir que pensez-vous de la ville de Kinshasa, moi je dirais, moi ce que je pense de la ville de Kinshasa, c'est que les problèmes sont multisectoriels. Il y a des problèmes dans tous les sens. Mais que pouvez-vous faire? Voilà ce que j'apporte. Ce que j'apporte, c'est apporter aussi des solutions multisectorielles. Et comment on devait le faire? Pas en faisant le droit,
parce que le juriste s'occupe des normatifs, pas en faisant seulement l'économie, parce que l'économie s'occupe de la loi de l'offre et de la demande, pas en faisant tout simplement l'anthropologie, parce que lui s'occupe de ceci, etc. Mais en faisant le management. Management, ça signifie, c'est ce que nous venons d'apporter, ce qu'on appelle management stratégique et management stratégique et opérationnel. Oui, oui. Management stratégique, c'est-à-dire il faut partir de l'histoire pour viser l'avenir. Dans les secteurs logement, qu'est-ce que cela était il y a quelque temps? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Si vous regardez par exemple les problèmes des bâtiments, est-ce que la ville de Kinshasa a reculé en termes de bâtiments? Je dis en termes de bâtiments. Je ne dis pas en termes de logement. Mais en termes de bâtiments, il y avait combien d'hôtels il y a quelque temps? On connaissait l'hôtel Regina, on connaissait l'hôtel Memling, on connaissait, puis après, c'est devenu des grands hôtels. Et maintenant, il y en a combien? Vous savez qu'au moment où là, on devait organiser la francophonie ici, on se doutait où est-ce qu'on va loger les gens. Mais quand on a mené les études approfondies, on s'est aperçu que c'est seulement dans les parages de l'hôtel intercontinental, on était capable de pouvoir loger plus de 3000 habitants. Alors à ce moment, tu ne diras pas que la ville de Kinshasa a reculé en termes de bâtisses pour pouvoir loger les gens du point de vue touristique. Professeur Ntsaman, sans vous interrompre, la ville de Kinshasa, quand vous prenez des années 70 et arrivé aujourd'hui à 2021, où nous avons presque 20 millions d'habitants, vous voyez même dans la maison pour préparer, on tient compte du nombre de personnes pour que les repas suffisent. Maintenant, avec ce trop plein de population, nous prenons, les circuits électriques n'ont pas évolué, les circuits en fourniture d'eau n'ont pas évolué. C'est la raison pour laquelle on connaît des termes comme FEDER, comme phase, comme délestage, comme cabine sous tension, départ unique. C'est à cause de ces insuffisances. On vous explique que non, votre cabine devrait respirer. Et en termes, par exemple, de logement, aujourd'hui, les gens vont au-delà de l'aéroport de Kinshasa pour trouver un lopin de terre et construire. Mais quitter après l'aéroport de Kinshasa jusqu'au centre-ville où sont confinés la plupart des bureaux, même pour ceux qui sont dans le centre-ville ont du mal à circuler avenue à autre. Nous avons un grand marché tel que le marché de Liberté, mais vous remarquerez que la plupart des habitants qui quittent la Tchangou voudraient aller toujours au centre-ville. Ma question est celle-ci, en tant que manager, est-ce que, selon les normes, on ne devait pas commencer par le départ, prévoir, observer, faire l'autopsie, le bilan de la ville de Kinshasa, comme vous le faites souvent dans votre approche scientifique? Je vous dirais, ce que vous êtes en train de dire, c'est tout simplement le mal congolais. C'est ce qui a fait que depuis 1960 à aujourd'hui, quand une fois m'a posé une question dans un cadre qui n'était pas adéquat du tout, j'ai dit tout simplement à la ville de Kinshasa, si on fait un pas en avant et deux pas en arrière. C'est ce que j'ai dit. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris, et bien sûr, quelqu'un tout juste, comme je l'ai dit, comme une maman maraîchère qui voit là un pilote en train de faire des acrobaties, il dit « Oh yo !» à y éviter, puisqu'elle a peur, au lieu de comprendre. Mais le problème, j'ai dit que c'est ça le problème de la ville de Kinshasa. Un pas en avant, un pas en arrière. Maintenant, comment il faut saisir ça pour aller de l'avant? Il faut utiliser une méthode. Quand vous dites ça va mal, c'est en fonction de quoi?
il faut utiliser la méthode. La méthode, c'est quoi? Ce que j'ai utilisé, j'ai inventé, méthode stratégique et opérationnelle. Il y a maintenant une filière qui existe dans le cadre du management, qui n'existait pas avant. Mais merci pour le gouvernement, pour avoir compris et recopier ce qui se passe dans les pays de BRICS et consorts. Stratégie, manque de... Les stratégies, il y en a, mais manque d'opérationnalité. Stratégie, c'est quoi? C'est une vision de loin. Si vous voulez que je parle en termes très clairs, allez-y, professeur. C'est le vœu du chef. C'est que le chef veut. Quand, à une époque, notre Premier ministre et consort ont dit « Nous voulons l'indépendance immédiate ». Ça, c'était une vision. C'est déjà en 1956 qu'on a commencé ça. Nous voulons quoi? L'indépendance. C'est une vision. C'est ça. Mais il fallait l'opérationnalité, les méthodes pour opérer, pour arriver à cette indépendance. C'est pourquoi certains pays ont eu leur indépendance plus tôt, d'autres les ont eu plus tard. Ça dépendait de l'opérationnalité. Alors, dans tous les secteurs, alors comprenez ici chez nous, chacun est savant, chaque Congolais. Il croit, il connaît tout, alors que personne ne peut être spécialiste en tout. Et il y en a qui croient parce que par chance il est né un peu plus tard, il a la chance que c'est plus de chance que sa mère qui est née plus tôt. Non. Je dirais tout simplement, il y a des visions, mais il n'y a pas d'opérationnalité pour y arriver. Concrètement, déjà avant l'indépendance, les Belges avaient une vision dans le cadre des reboisements. Ils ont lancé, vous connaissez Doumi là-bas. Il y a des plantations et des plantations d'acacia qu'on est d'ailleurs en train de saucissonner maintenant en désordre. C'était planté en 60. Précisément pour éviter les problèmes de déboisement. Ce qu'on appelle les quartiers Pascal ici en Algérie, il y avait des eucalyptus qui étaient réservés tout simplement comme verdure. Parce qu'on savait que d'un moment à l'autre, on aurait besoin de l'air frais, ainsi de suite. C'était une vision. Mais quand, en ce qui concerne l'opérationnalité, on n'était pas en train de couper ces arbres-là. Maintenant, on le coupe. Vous avez compris. D'où le problème des reboisements, le problème, qu'est-ce qu'il faut? Il y a maintenant gaz, il y a tout ceci, ainsi de suite. Alors maintenant, nous prenons secteur par secteur pour dire qu'est-ce qu'il y a eu, comment on peut résoudre le problème. Vous avez parlé ici du marché. Pour nous, en management stratégique opérationnel, je vais tout d'abord vous dire ceci pour comprendre. On dit vous êtes diplômé en management stratégique et opérationnel, option communication, orientation journalisme, c'est-à-dire journaliste écrit. Nous pouvons dire vous êtes ingénieur, agronome, vous êtes DA en management stratégique et opérationnel, orientation projet agricole, et plutôt option projet agricole, orientation riziculture. Vous voyez ça? Donc vous avez une base en management et maintenant vous avez une spécialité à vous. Base en management, c'est-à-dire il faut toujours avoir une vision. La vision, c'est le vœu du chef.
j'ai dit pour l'indépendance, on dit l'indépendance à tel moment. L'autre président a dit les 5 chantiers. C'est une vision. Notre président Tshisekedi tout de suite avait parlé de « je veux former des millionnaires pendant mon mandat ». On peut pas, les 100 jours. Tout ça, ça s'appelle quoi? Vision. C'est tout à fait normal qu'on ait des visions. Comme le gouverneur a parlé de Kin Bopeto. Peto, c'est une vision. Mais il y a des gens qui disent, mais Bopeto c'est vide, Bopeto c'est ceci, c'est là. Et ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Oui. Maintenant, pour que Bopeto puisse réussir, le gouverneur doit être appuyé par les managers opérationnels. C'est-à-dire ceux qui s'occupent des opérations, comme il y a un chef d'État stratégique qui se trouve à Kinshasa, mais un chef d'état-major opérationnel qui se trouve sur les terrains. Donc maintenant, quand les chefs disent ça, ce sont maintenant des managers opérationnels dans les différents domaines qui doivent montrer quels sont les obstacles qu'il faut contourner pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas s'il faudrait que je sois plus pratique. Par exemple, il faut être plus pratique parce que le chef dit former des millionnaires. Oui, le chef a dit former des millionnaires. Le gouverneur dit Kin Bopeto, tout ça. Voilà. Maintenant, comment s'en approprier? Est-ce que ceux qui doivent l'accompagner, ceux qui doivent, par exemple, concrétiser cette vision, est-ce qu'ils ont nécessairement la carrure pour le faire? Ok. Nous allons revenir sur le marché, comme vous l'avez dit. Les chefs discutent, il faut détruire les grands marchés. Tout le monde commence à discuter. Non. Les vendeurs vont aller où? Ainsi de suite. Où, le Libanais qui était là dit aussi, moi aussi j'ai de payer mon argent, je dois y rester. Alors du point de vue du management, ça c'est une vision. Maintenant, quand on donne cette vision-là aux managers, les managers au niveau tout d'abord stratégique du chef, il doit définir ce marché, c'est un marché populiste ou un marché élitiste. 2, ce marché, ça sera un marché horizontal, spacieux, parce que nous avons beaucoup d'espace, ou bien ce sera un marché pour lequel il faut profiter plutôt la hauteur. 3, ce marché, c'est un marché qui se trouve dans un centre tel que ça se trouve là, dans un carré bien limité, ou bien c'est un marché qui se trouve sur un espace ainsi de suite. Il décide. Ça, c'est la première chose. Il dira c'est le marché qui est paf dans un cadre bien déterminé, comme là. 2, il faut profiter en hauteur. 3, il ne faut pas que ça puisse être les marchés qui coûtent trop cher. Quand on a décidé ça, maintenant une autre question. Qui va financer ça? On descend. Donc, on est parti, mais nous, on revient à l'homme moyen. Qui va financer? Et c'est l'État qui va financer. L'État finance. Est-ce que il va payer cash ou c'est un préfinancement? Si c'est un préfinancement, il faut aller voir la BAD, il faut aller voir la Banque mondiale. Est-ce qu'ils sont disposés à devoir financer? S'il faut financer cash, est-ce que le gouverneur a l'argent? Mais qui donne l'argent au gouverneur? C'est la population. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour pouvoir construire les bâtiments? On pose toutes ces questions. Alors, finalement, on prend une option. À supposer qu'on dise, alors, comme ça se fait, que celui qui est commerçant puisse financer. À ce moment-là, comme il y a des contrats, comme il y a des sociétés, des grandes sociétés immobilières, qui disent, OK, voilà la maquette. Là-dessus, il y a des maisons à plein pied, il y a des maisons à étages.
Allez un peu voir le marché c'est une parenthèse, Liberté. Maintenant, il y a des gens qui commencent à construire des étages à l'intérieur du marché. Pourtant, ce n'était pas prévu. Mais dans le cadre de management stratégique ici, sur la maquette, on va prévoir déjà des étages, ce qu'on appelle des premiums, ce qu'on appelle des halls, etc., etc. Donc, un grand bâtiment avec plusieurs bureaux là-dedans, peut-être des milliers, mais seulement à coût réduit ou luxueux, ça dépend des types. Et alors, on estime les prix. Pour dire tout ça, ça va coûter autant. Mais ici, il y aura 1000 magasins. On va maintenant lancer un avis public. Nous allons construire un marché ici. Ça va durer 5 ans, la construction. Nous commençons par les rez-de-chaussée. Tel type de magasin, ainsi de suite. Celui qui veut un magasin, nous allons livrer ça dans 3 ans. Mais il paye. Il commence à payer déjà maintenant. Ça, c'est pour que l'État puisse mobiliser des ressources. Oui, donc l'État, son projet. Ce sont ces gens-là, l'État mobilise des ressources. Les gens vont, ceux qui sont disposés, pas quelqu'un qui quitte n'importe où, il vient se battre pour avoir un terrain. Il finance, préfinancé. Ça y est, on est en train de construire. Quand c'est terminé, toi tu as ton magasin, eh bien, tu peux rester dans ce magasin-là pendant 25 ans, tu peux rester pendant 30 ans, ça dépend du contrat. Mais il a préfinancé ça. Celui qui a beaucoup d'argent, il va aussi préfinancer 5, 6, 7 magasins, ainsi de suite. Eh bien, il peut éventuellement sous-louer ça par la suite. Finalement, ce sont des vendeurs eux-mêmes qui vont commencer à financer les marchés. Tout à fait. Et l'État va leur donner tout simplement des dispositions. Ça, c'est une façon managériale d'agir pour créer l'argent, pour que la ville puisse s'autofinancer. Ça, c'est un cas précis. Alors, si vous me demandez que vous dites les villes, les marchés sont crasseux, ainsi de suite, et tout ça, mais précisément parce qu'on n'a pas prévu ça, c'est pourquoi la conséquence est là, ça n'a pas été urbanisé. Dites-moi encore un autre cas, je vais vous donner un exemple précis. Professeur, je suis en train d'avancer, par exemple, la gestion des déchets. Dans le cas de Kinshasa Bopeto, vous venez de l'entendre, nous avons suivi dans les actualités, le gouverneur de la ville de Kinshasa a interdit, strictement interdit l'utilisation des chassis, de plastique, bouteilles en plastique. D'ailleurs, ceux qui seront pris en flagrance pourront déjà être déférés devant le parquet. Une approche managériale. Comment, comme vous l'avez dit, lui c'est une vision, une ville propre sans déchets, sans plastique, ainsi de suite. Par exemple, un manager, comment il vient se greffer à cette vision pour le concrétiser? Alors voilà, ça c'est un cas concret. Ville propre. Ça c'est le vœu du chef. C'est tout à fait normal. Autrefois on a parlé de Salongo, autrefois on a parlé de ceci, cela. Mais ville propre, mais ici on appelle ça Bopeto. Nous dirons très bien. Du point de vue du management, il faut tout d'abord une stratégie, c'est-à-dire la vision. Il faudra poser la question au gouverneur, c'est-à-dire à l'Assemblée provinciale, tout ça et tout le monde, pour dire cette ville propre-là, ça signifie quoi? La ville propre peut-être tout simplement le ramassage des papiers. Mais vous ramassez les papiers. 1 heure après, quelqu'un d'autre jette un autre papier là-dessus. 2 jours après, il y a la rivière Galamou qui amène les papiers. Ainsi de suite. Finalement, c'est quoi? Donc, lui doit dire, pour moi, c'est un système intégré. Je veux que la ville soit propre. Alors, à ce moment-là, on pose ça. Ça, c'est le point de vue, vous voyez, point de vue global. Ville propre. Maintenant, il faut l'opérationnalité.
comment opérationnaliser ça? On va poser des questions. Qui, quoi, comment et avec quoi? Qui doit faire la propriété? C'est l'homme. Où dans la ville? L'homme est où? L'homme est partout. Partant de la Gombe jusqu'à Djumansek. Qui jette cette saleté-là? C'est l'homme. OK? Première question. Est-ce que cet homme-là est conscient que cette saleté-là nuit à sa santé? Est-ce qu'il est conscient que pour se préserver en bonne santé, il faut payer? Si c'est oui, il faut l'éduquer, il faut le former pour dire cette saleté-là nuit à votre santé. Et pour ça, il faut payer pour que ça ne puisse pas nuire. Alors, qu'est-ce qu'on fera concrètement? Je vais aller tout droit à l'objectif. Quand l'homme a pris conscience, on nomme des leaders. Et les leaders en ville peuvent se nommer par quartier, par commune, par avenue, ainsi de suite. Parce que l'homme doit être contrôlé. Il y a des parcelles. Donc la propriété doit commencer par la parcelle d'un chacun. Et même dans la parcelle, il y a un chef là-dedans. Et il faut que lui, tout ce monde-là, donc l'homme qui s'occupe de ça doit matraquer les journalistes et tout ça. Dire aux gens, comme on dit, la Covid est dangereuse, on vous dit aussi les problèmes d'assainissement, c'est important. Alors, quand ils sont là... Professeur, permettez, tu dis? Oui. Allez-y, professeur. Alors, qu'est-ce qui arrive? On ferait peut-être ce que Mosée avait fait. Dans chaque avenue là, il y a des cellules. Du genre CPP. Cellule, genre CPP. Oui. Il y a un chef. Mais ce chef doit avoir le pouvoir. Mais c'est comme aujourd'hui, on a les chefs de quartier, les bourgmestres. Mais est-ce qu'ils ont quel pouvoir? Les chefs d'avenue. Il a quel pouvoir? En fait, ils sont dépendants du gouverneur de la ville. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ne parlons pas d'individus, parlons de principes. Je ne dis pas où il doit avoir le pouvoir, mais j'ai dit il doit être leader, il doit avoir le pouvoir. Un leader naturel, c'est celui qui se fait élire. Par exemple, au niveau des cellules, il peut éventuellement se faire élire au niveau des communes, évidemment, au niveau plutôt des avenues. Mais tout ça, il y a un problème de loi pour pouvoir faire tout ça. Mais moi, je parle du principe ici, je ne parle pas du normatif. Quand maintenant il y a un chef élu sur chaque avenue, non nommé, mais élu, et puis le chef sait que la propriété ici, Bopeto, c'est votre affaire, c'est l'affaire de votre voisin, mais vous êtes les premiers responsables. Et puis le chef est motivé. Motivé, c'est-à-dire quoi? Motivé, c'est-à-dire le travail qu'il fait là, les paye. À ce moment-là, on dit, mettez la propriété devant votre avenue, finalement, c'est toute l'avenue qui sera propre. Donc, au niveau individuel, ça, il y a un chef. Bien sûr, il faut donner des moyens. Il faut tout ça, des sachets qu'on va utiliser. Quand il y a quelqu'un qui s'entête, le chef a la sanction. Il peut sanctionner. C'est autorisé, comme on avait la police d'assainissement, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des espaces qu'on appelle espaces publics. C'est-à-dire avenue, indivisibilité, tu vois, l'indivisibilité des services publics, des places publiques. Au niveau des places publiques, ça alors, c'est l'autorité qui est, par exemple, la commune qui doit vérifier ça. Ou quelles sont ces places publiques-là? Les places publiques, à supposer que ce soit un terrain de football, il y a des associations qui se créent. terrain de football, marché, ce soit n'importe quoi. Il y a des
pas nommé pour voler, mais élu avec un mandat. Sur chaque rangée là, avec un mandat. Il est payé d'abord et puis il est sanctionné aussi par la population. Évidemment, on met des bacs pour dire ce qu'il faut faire. Et ce sont eux qui doivent acheter ces bacs-là. Alors, partant de là, il faut un endroit où on doit vider maintenant tout ce qu'il y a comme saleté. Parce que quand on salit, il ne faut pas commencer à boucher encore des caniveaux. Mais l'endroit est terminé. À ce moment-là, quand on a ramassé, ça c'est la première opération, il faut maintenant faire quoi? Il faut recycler. Mais professeur, comment harmoniser cela? Parce que vous êtes en train de nous donner une méthode qui sert de solution, cette approche managériale. Maintenant, comment harmoniser cela, que ça devienne un processus ou un schéma à suivre pour tous? Parce que ça dépend du collaborateur ou de ceux qui s'entourent du chef pour pouvoir soutenir sa vision. Mais vous avez entendu, il y a un langage populaire qui dit ici, mon konjaza bien, ça, c'est l'application de la théorie de management stratégique et opérationnel. Oui, oui. Pour dire que le chef a un vœu, mais les gens qui doivent l'accompagner, quand le chef dit, il faut écrire une lettre de révocation, et c'est le chef qui prend le bic pour écrire. Non, non, lui, il initie. Alors, il faut quelqu'un pour pouvoir faire ça. Mais quand le chef dit ça, est-ce qu'il s'est rendu compte que ses collaborateurs sont capables de le faire? Mais c'est justement là... Bah, c'est là aussi, c'est un autre problème. C'est justement là qu'il faudra parler de la communication au niveau de la formation. Tout d'abord, il faut qu'on forme cet homme-là. On l'a élu. Mais on l'a élu pourquoi? Parce qu'il est capable de pouvoir faire, ou bien parce qu'il a corrompu les gens. Mais pour être capable, il faut être un manager. Pour un manager c'est un homme solution. Le manager sait, il doit compter d'abord sur lui-même. Le manager sait, il a 480 méthodes pour faire de l'argent à la maison. Le manager sait que l'argent se trouve dans sa tête. Ça ne se trouve pas dans les cuivres et partout. C'est là. Il faut qu'il ait cette formation de management au départ, au niveau de la rue, jusqu'au niveau du sommet le plus élevé. Déjà à l'école primaire, maternelle, ainsi de suite, le management, que les gens puissent apprendre que jeter la saleté là-bas, c'est mauvais. C'est le management qu'on applique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Il y a ce qu'on appelle les 6 heures pour l'éducation. Il faut éduquer la population par école et entreprise. À travers les entreprises, on donne des instructions pour éduquer les gens. Et église, et toutes les églises, on leur dit, on forme les pasteurs, on forme tous ces gens-là pour éduquer les gens. Et dans l'environnement, et dans l'ethnie, et tout ça dans les chefs de groupement, et dans les partis politiques, ainsi de suite. Les gens ont cette formation. À telle enseigne que, quand ils enseignent, il y a des effets multiplicateurs. Ça descend de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Chacun est conscient. La prise de conscience est le début des solutions. Bon, nous tendons déjà à la fin. Donc, il reste quelques poussières de minutes. Oui. Il ne suffit pas de parler de Kino Bopeto en restant silencieux. Parler de Kino Bopeto, aggraver la chose. Faites de ça un problème. De façon que toute la presse, le monde soit mobilisé pour dire vrai Covid-19, ça s'appelle l'insalubrité. Ils savent. Par conséquent, chacun doit se prendre en charge. Bon, nous terminons déjà notre programme. J'étais terminé à dire... Quels sont les éléments que nous pouvons retenir de notre programme de ce soir par rapport à la gestion des villes? Du point de vue, nous étions dans le management stratégique et opérationnel. Oui, c'est l'application des management stratégique et opérationnel. Nous avons déjà ce programme-là au 3e cycle. C'est l'unique.
à l'université de Tsepoman. L'avantage, c'est que nous sommes en coopération avec toutes les grandes universités. On a signé d'accord de partenariat avec l'UNIKIN, avec l'UPEN, avec l'ISTA, où on doit enseigner ces programmes-là déjà. Ça, c'est de un. De deux, il faut aller maintenant au niveau des entreprises et des services publics. Enseigner ça. Ça s'appelle VAE, la validation des acquis de l'expérience. Est-ce qu'ils ont la capacité de comprendre, par exemple, ces cours? Ou bien il faut choisir au cas par cas? Tout s'adapte, tout s'apprenne. Et la plupart des gens appliquent sans peut-être le savoir. Il faut aller lentement avec eux. Mais la presse, la communication doit intervenir très fort pour souligner les dangers et la responsabilité du Congolais. On dit il n'y aura personne qui viendra développer notre pays. Il n'y a que nous-mêmes. Est-ce que c'est pas parce qu'ici on parle plus français, on n'est pas dans la pratique comme chez les anglophones? Tout ça, j'ai dit que les Français, ce qu'on nous a appris ici, c'est le transfert de connaissances. Prononcez bien directeur, vous êtes savant. Mais il nous faut maintenant arriver à ce qu'on appelle compétences. Transformer les connaissances en compétences, c'est-à-dire adapter ça à la culture et transformer les loisirs en industrie. Le football qu'on joue là, on en fait l'école de football. Les mamans Zango dans la rue, on les organise pour devenir des équipes de mamans Zango payants. Et tout ça, même la lutte au village, on peut industrialiser cela. Des herbes qui sont là, mais on peut les utiliser autrement. C'est pourquoi il faut créer des circuits ou des chaînes. Ça sera votre mot de la fin, parce que nous sommes vraiment à la fin. Alors, le mot de la fin, je dirais tout simplement qu'au moment où vous parlez de Kinbopeto, il y a des parcelles, quand vous entrez dedans, vous croyez vous trouver au ciel, peu importe là où se trouve le ciel. C'est dire que tout le monde, s'il veut un modèle, il peut améliorer. Mais donnez-leur les moyens d'améliorer. Le premier moyen, c'est la formation. Nous formons des gens en management à tous les niveaux, pas seulement en droit. Le juriste va vous citer 150 articles de constitution par cœur, c'est très bien, mais après avoir terminé, qu'est-ce que c'est? Vous allez ça c'est vraiment la fin. Et puis, moi-même, politologue, je dirais, je suis la science du pouvoir, mais le pouvoir, pourquoi faire? Pour se battre, pour chasser les autres. Mais je dirais tout simplement, le problème de la ville, c'est le problème de nous tous, ici. Mais c'est le problème, tout d'abord, d'avoir un chef qui a une vision, même celui-là qui dit Kinbopeto, c'est une vision, mais ajouter à ça des managers opérationnels qui peuvent l'aider pour respecter l'adage qui dit la procédure est aussi importante que la finalité. Et nous arriverons. Prenons des villes modèles telles, par exemple Kolwezi. Qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, Kolwezi a pris maintenant la place de l'Ikasi. Pourquoi l'Ikasi a reculé? Allez-y en Europe, il y en a qui ont été en Europe. On voit qu'est-ce qu'il y a. Regardez une rivière à Hollande qui traverse la ville. Comparé avec notre rivière ici, comment ça s'appelle? Njili. Non, ici, Barumbu ou quoi ça? Kalamu. Kalamu, oui. Regardez Kalamu qui passe. Mais c'est de la crasse, ce n'est pas possible. Alors que de l'autre côté, c'est touristique. Mais pourtant, il faut revenir. On est vraiment à la fin, c'est déjà terminé. Il faut agrandir cette rivière-là. Pour créer encore des inondations à la longue. Oui, quand vous agrandissez, vous prenez le sable qui est dedans et puis vous augmentez des talus. Il n'y aura plus d'inondation. On va contrôler. Professeur, un grand merci. Et je vous dis, il faut appliquer la science. Il faut utiliser des scientifiques. Il faut nécessairement laisser chacun faire son travail. Nous, les scientifiques, je les respecte beaucoup. Les chercheurs, je les respecte beaucoup parce que je les suis. Mais nous regrettons parce que les scientifiques ne sont pas très sous-estimés, ne sont pas très estimés. On est sous-utilisé.
Donc je demanderai déjà ce que le président de la République fait. C'est très bien parce qu'il a dit qu'il faut changer la mentalité, changer l'homme. Mais maintenant concrètement, qu'on puisse aussi nous associer dans tout ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous le professeur docteur recteur magnifique de l'université du Sepomat, professeur émérite de l'université de Kinshasa. Nous devons nous baser, utiliser le management stratégique et opérationnel. Le chef donne la vision, il donne le temps, ceux qui sont tout autour de lui doivent opérationnaliser cela, mettre en œuvre des stratégies pour opérationnaliser. Nous ne devons plus rester au niveau de parler, mais nous devons faire. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.